voudrais qu'on aborde la dernière partie de cette table ronde avec, je vais être un peu taquin. Dominique, est-ce que vous êtes jaloux? Finalement, est-ce que l'Alsacien est jaloux de voir ce qu'ont réussi à faire les Bretons? Oui, je suis assez jaloux. Mais je redis les chiffres. Donc, mes collègues ici là, font 50 millions d'euros sur ces produits-là. En Alsace, ils le font avec, je crois, 1300 produits sur les 2000 disponibles, 1300 produits ou entre 1300 et 2000. Nous, on a 3000 produits parce que dedans on a le vin. Le vin représente beaucoup, mais on fait juste en dessous de 50 millions d'euros. Donc oui, je suis jaloux. Mais je vais rentrer en Alsace. Je sais que avec l'agroalimentaire local, on a déjà essayé de faire des choses et d'arriver, mais on n'est pas arrivé jusqu'au logo, mais ça le mériterait complètement. Par contre, si j'observe ce qui se fait en Alsace, et on en discutait hier soir, par exemple, la charcuterie chez nous, évidemment, c'est extrêmement fort. Et je pense que le territoire breton, hein, tu le disais Olivier, a sans doute sur ces produits-là des progrès à faire. J'ai regardé les catégories, les catégories qui ont le plus de poids dans l'ensemble. Le numéro 1, c'est bière et cidre, évidemment. 2, c'est les produits laitiers. 3, c'est la charcuterie. Et il y a des choses qui sont loin derrière. Donc, il faut peut-être voir les catégories les plus faibles et voir quelles innovations pourraient venir là-dedans. Je pense, en tout cas, dans la charcuterie, qu'il y a des choses à faire. Mais oui, je suis jaloux. Je suis l'Alsacien de l'étape avec Guzman. On va rentrer en Alsace et puis il faut qu'on se bouge plus. En tout cas, en interne, par contre, je dois le dire, ça c'est la petite fierté, la démarche qui était U2 au départ, qui est le meilleur du local, était née en 2009 en Alsace. Donc, même s'ils font plus de chiffres, le marketing chez U était né en Alsace. Yes. Voilà. Bon. Bien joué la pirouette. Thierry, Michel, produit en Bretagne, quel regard vous avez? Moi, je vais regarder aussi nos adhérents bretons. Là. Il faut que vous me donniez un coup de main ou que je vous donne un coup de main pour que nos adhérents alsaciens accompagnent Dominique dans ses velléités ou volontés de constituer ce pôle régional d'achat et de dialogue. Parce que si c'est vrai que des Leclerc de Concarneau ou d'ailleurs ont initié avec d'autres ici, il faut aussi qu'on soit friendly et confraternel avec nos collègues, hein, et on va faire ça ensemble avec Dominique. Ouais, il y a des bonnes résolutions quand même. Chrétien coupable, mais quand même, quoi. La Bretagne. Et Thierry, sur ce sujet-là? Non, mais on va te donner un coup de main, Dominique. On va appeler les collègues. Non, on ne monte pas un fonds de soutien. On va pas te laisser seul. Non, mais en plus, ouais, non, je crois, et Christophe pourrait témoigner, je crois que mais c'est toujours ça qui fait la puissance des projets, c'est que, il me disait hier soir qu'il y a une énergie, en fait, une puissance du collectif, et l'humain est au cœur du truc. Ça marche parce que je pense que, sans faire de flagornerie aux équipes, il y a une très belle équipe de Bretons qui se sont emparés du sujet, que ce soit les distributeurs ou les PME, et les collaborateurs qui sont là, et je pense que ça repose aussi sur ce succès-là. Donc, les Christophe Faumard, on va en trouver dans l'Est, et puis on va donner un petit coup de main à notre ami Dominique. Hein, Dominique, on va faire Marianne Guyéder, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux enseignes, des trois présentes, mais aussi aux autres finalement? Oui. Alors juste un premier point, moi je crois beaucoup au consommateur de demain qui va être un consommateur citoyen engagé, qui va choisir les produits qu'il achète, les produits qu'il source, et ça regroupe un peu ce qu'on disait au cours de l'échange, c'est-à-dire qu'il faut vraiment passer cette barrière du prix et arrêter de communiquer qu'à travers ce prisme du prix. Nos entreprises font des choses magnifiques. Les entreprises en Bretagne continuent d'investir pour vraiment avoir une excellence opérationnelle et on n'en parle pas assez. Il y a des nouveautés, il y a des innovations, il y a des énergies. Si je vous prends l'exemple de Guyadère, on a fait une enquête RSE, hein, c'est un terme... c'est pas le terme que je préfère honnêtement, mais ce qui nous intéressait, c'était de comprendre qu'attendaient nos collaborateurs et quel était leur motif de fierté. La qualité produit et l'ancrage breton. Donc c'est un moteur qui est énorme et qui doit agir sur toutes nos parties prenantes, les collaborateurs, vous bien évidemment, mais aussi nos fournisseurs, et faire ce travail en amont. Donc ma question, c'est de se dire, ces entreprises qui font partie de Produits en Bretagne, qui ont une gamme avec le label Produits en Bretagne, demain dans vos enseignes, comment vous nous voyez et vous voyez porter le message de Produits en Bretagne? On a 30 ans, quand Produits en Bretagne aura 40 ans, est-ce qu'on nous trouvera encore plus en dehors de la Bretagne?
Alors, moi j'ai envie de répondre. Déjà, quand je vois le logo aujourd'hui, et par rapport à ce que vous venez de dire, moi je trouve que peut-être que demain, et pour les 40 ans peut-être, on se reverra pour les 40 ans, est-ce que ce sera encore produit en Bretagne? Est-ce que ce ne sera pas produit engagé en Bretagne ou quelque chose encore plus fort par rapport à l'engagement? Je trouve que, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, le sens de l'histoire, c'est évidemment une attention à l'engagement, et je pense que le consommateur, même si à court terme, il est pris par le pouvoir d'achat, cette attention-là, il l'aura de plus en plus, et il fera des choix de marque, il fera des choix peut-être même de magasins demain. Est-ce que ce magasin, il a du photovoltaïque? Est-ce qu'il consomme moins? Est-ce que, etc. Je pense qu'il y aura des choix, et je trouve que peut-être à l'avenir, point d'interrogation, hein, le logo devrait peut-être traduire ça sous une forme ou sous une autre. À mon avis, il y a quelque chose. Voilà, après, on doit absolument effectivement relayer tout ça, l'expliquer aux clients, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ce sera peut-être ça le challenge des 10 ans qui viennent, quoi. Et alors concrètement, moi j'ai envie de vous demander, Dominique au Super U de Fessenheim et Thierry à l'Intermarché d'ici les Moulineaux, à quand une belle visibilité de produits en Bretagne finalement, Ouais. soyons Alors, concrets. Non, mais là-dessus aussi, on a déjà fait des choses. Franchement, je me souviens d'une opération produit en Bretagne chez moi avec tous les logos, etc. Mais ça remonte, on avait fait un carton. On avait fait un carton parce que culturellement, les Bretons, les Alsaciens ont beaucoup de choses à se dire. Je pense que culturellement, on a le même tempérament, le même caractère. On aime les bons produits, la bonne chair, etc. Et ça parlait et ça a été un succès. Sauf que derrière ça, il y a des organisations logistiques, des structures, etc., qui ne sont pas forcément favorables à ça. Donc, dans la discussion hier soir avec les collègues, on s'est pris le challenge et on a dit, on va revoir ça pour refaire des échanges. On l'avait fait à travers des tracts où, par exemple, on avait fait chez U des prospectus avec les 20-80 du meilleur du local de toutes les régions. On a testé des choses comme ça. Mais ça, c'est aussi une idée avec laquelle je repars. Il faut qu'on revienne à ça. C'est sûr que les croisements peuvent se faire et doivent réussir, mais derrière, il y a des choses organisationnelles et logistiques qu'on doit dépasser. Et Thierry, ici, alors, les Moulineaux, et si je pousse le bouchon très loin, parce que j'ai envie, au Portugal. Ouais, alors déjà pour ici c'est certainement plus facile que chez Dominique parce qu'en fait le Parisien il vient d'un peu partout et donc tu as pas mal de Bretons, donc c'est souvent d'ailleurs que dans mon entrée de point de vente mes directeurs en peuvent plus en fait, ils me disent on en a marre parce que vous nous faites toujours venir de la crêpe, du cidre, etc. Mais ça marche, donc je le fais. Non, là où il faut à mon avis qu'on réfléchisse, c'est que il faut simplifier la tâche des adhérents parisiens qui peuvent vraiment en passer des volumes, hein, parce qu'il y a une appétence pour les produits bretons. Il nous faut en gros un numéro de commande, une livraison, une facture, et qu'on s'emmerde pas, quoi. En fait, il faut nous simplifier l'opérationnel et ce sera facile à ce moment-là de vendre l'opération. On a des réunions où on est au niveau des départements à réunir tous les adhérents, donc ce sera assez simple. Mais simplifiez-nous la tâche, faites-nous un kit clé en main avec la PLV et on fait une émission 3 semaines, voilà, à la Saint-Patrick et ça marchera. Mais ça, c'est facile à faire. Et Michel, j'ai pas vu de drapeau breton, Leclerc de Montparnasse, ça serait pourtant logique. Hein. Moi, je me suis posé cette question aussi. Et après, est-ce que vous êtes sûr que Montparnasse est toujours un quartier breton? Ouais, il y a beaucoup de crêperies quand même dans le coin. Hein. Mais ça veut pas dire que c'est un quartier breton. Et figurez-vous que ce n'est plus un quartier breton depuis longtemps. Et donc, oui, il y a une appétence pour les produits bretons pour les gens d'une certaine génération, la mienne par exemple. Mais il y a une appétence pour les produits alsaciens, pour les produits basques, pour les produits... Et donc, moi, je pense qu'on va vers ça, et c'est une bonne chose. C'est-à-dire que oui, on va être en compétition aussi entre Alsaciens, Bretons. Et c'est pour ça qu'il faut y aller maintenant. Il faut être... pour surfer sur ce que dit Dominique, il y a d'abord eu une révolution de modernisation qui a été une vraie lutte contre la pauvreté, que les gens qui dézinguent dans Le Monde aujourd'hui ou dans Capital le modèle breton, ils ont oublié d'où on vient. Hein. La période d'Alexis Gourvenec, la période de Jean-Pierre Leroc, de mon père, etc., c'est quand même une période où le fumier était devant la ferme. D'accord ? Moi, c'était mon enfance. On peut dézinguer le modèle de la Cicade Saint-Paul-de-Léon. Je trouve qu'aujourd'hui, on perd son temps. Nous, on sait d'où on vient
Et ça a été une conquête pour nous que ce modèle-là. Ensuite, le logo produit en Bretagne, justement surfer sur l'amélioration qualitative et du cadre de vie en Bretagne et de l'attractivité de la Bretagne en général, pour donner de la valeur à ce qui était produit en Bretagne. Et donner de la valeur à de l'oignon, à de l'échalote, à de l'artichaut, excusez-moi, il n'y a pas besoin de sortir d'HEC pour savoir que ça, il fallait un gros travail, un gros travail. Alors aujourd'hui, on est dans une période où c'est facile de faire les livres noirs de la production bretonne. Vous pouvez faire les livres noirs de la production de chaque région. Moi, j'ai traversé, je suis revenu d'Alsace en passant par, entre Paris, toutes ces grandes plaines céréalières. On ne parle pas d'eux, mais ils ont tué tous leurs haies, ils ont enlevé, c'est de la grande culture, c'est de l'arrosage. C'est incroyable. Il ne faut pas qu'on se paralyse en Bretagne par ces critiques. Moi, j'ai été très choqué par les 3 fois 2 pages dans Le Monde. C'est Legendre, je ne sais plus comment il s'appelait. On peut toujours faire les livres noirs de quelqu'un. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, par contre, autant il ne faut pas répondre à ça, autant il faut rentrer dans la 3e révolution bretonne, qui justement est celle d'un engagement, celle d'un leadership dans l'engagement de ce qui ne doit pas être une contrainte, mais qui est justement la construction de ce modèle alimentaire que depuis les États généraux de l'alimentation, on essaye de narrer, de construire. Et par rapport aux Alsaciens, il faut qu'on prenne un coup d'avance, quoi. C'est ça. Et ça, c'est la bonne compétition. Ça, c'est la bonne. Produits bretons engagés, produits en Bretagne ou production engagée en Bretagne, je pense que c'est la prochaine étape. Tu as raison, Dominique. Ouais. Alors, pour clôturer cette table ronde, juste, il y a un point qu'on n'a pas abordé. On a parlé marketing, consommation, marque, monde agro, etc. Et j'aimerais bien qu'on termine avec Marianne et Olivier sur un point qui est important, c'est l'investissement industriel. Parce que tout part de là quand même. Et il y a un besoin. Et vous, chacun, vous avez fait des investissements. Et l'industrie agroalimentaire investit, a besoin d'investissement. Est-ce que vous pouvez dire chacun un petit mot sur ce sujet-là, de la nécessité pour l'industrie agroalimentaire bretonne et ailleurs, d'investir, et ça coûte de l'argent. Ouais. En ce qui nous concerne, donc on avait un projet de mutualiser toute la partie logistique, un projet qui avait été réfléchi en 2007 par rapport au corridor logistique européen, puisqu'on exporte un petit peu. On s'est fait bloquer pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, construire une plateforme de 70 000 m² sur notre terrain, puisque le foncier nous appartenait, on a eu une association, enfin, c'était 440 kilos de papier, 10 procédures, on est allé jusqu'en cassation, et finalement, le permis de construire est exactement le même aujourd'hui que celui de 2007. Donc il y a un petit peu d'abus. Tu avais des grillons sur ton terrain ? Rien du tout. Non, mais une association des vieilles pierres, c'est tout ce que je dirais. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, oui, on a investi 50 millions d'euros, ça fait des économies, quasiment 20 millions d'euros logistiques, 47% de camions en moins sur le territoire, sur des routes départementales, c'est pas neutre, on a parlé de RSE, de CO2 et tout ça, et donc c'est vrai que sans doute on communique pas encore assez. On est dans la 2e année, là on va progresser, et je vous invite tous les 3, et Dominique, vous êtes passé devant, elle était encore en construction en 2020, puisque le premier poteau a été levé au mois de juillet 2019, et en tout cas, aujourd'hui, c'est un vrai outil qui nous permettra de progresser et d'être compétitif, puisqu'on parle de compétitivité et de prix. Et donc, on en est absolument très fiers d'être aujourd'hui la plus grande plateforme de fruits et légumes en France, avec 70 000 m², qui nous permet de générer à peu près 150 camions par jour en fait, de départ. Donc, avec tout ce qui va derrière, la certification, traçabilité et autres. Donc oui, on continue d'investir de manière massive. Marianne ? Oui, j'abonde aussi dans le sens d'Olivier, c'est-à-dire c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, les entreprises ont continué à investir pour la qualité de leurs produits, pour la facilité aussi et la qualité de travail des collaborateurs. On a investi aussi dans des nouveaux sites, on a investi dans des nouveaux outils, notamment sur la logistique. On a bien vu que ça devenait un point aussi crucial et un vrai enjeu, le transport, qu'on avait peut-être moins avant. Et tout ça, il faut le relayer, il faut l'expliquer. Une entreprise, c'est pas que le produit fini. Le produit fini, c'est la résultante de toutes les étapes en amont et sur lesquelles qui sont des étapes peut-être cachées, mais qui pourtant sont très très engageantes, non seulement au quotidien, mais encore plus sur les années à venir pour les entreprises. Si je prends le cas de Goret Nature, en 2015, à l'époque, on avait investi à hauteur de notre chiffre d'affaires.
Alors, ça paraît un peu fou pour une PME. Ça a été engageant, ça a été motivant, ça a aussi permis de créer un projet qu'on construisait dans le temps. Et je le dis tout le temps, une entreprise, c'est une aventure au long cours. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui, je pense que c'est un peu nébuleux et on a besoin aussi de vous pour expliquer et s'aligner autour de ce discours qui justifie le prix de nos produits, qui justifie les batailles qu'on peut mener. Parce que le seul engagement qu'on a, c'est vraiment le produit, l'excellence. Et on nourrit, on a un métier qui est noble, on nourrit la planète. On nourrit les enfants de demain, on a un engagement qui est incroyable, on est dans la gastronomie, on est dans le plaisir, et ça passe par tous ces investissements que l'on fait. Donc aujourd'hui, c'est comment le relayer, comment communiquer aussi ensemble, et de bien faire comprendre et intégrer aussi à vos équipes où des fois, c'est des discours, des échanges, on a du mal à trouver honnêtement écho, parce que passer des hausses de prix, on ne le fait pas par plaisir. Je pense que c'est une évidence pour tout le monde. Et quand on le justifie et que des fois on a peu d'écho et peu d'écoute, je trouve ça dommage parce qu'en fait, on travaille pour vous, on travaille avec vous et aussi pour le consommateur final se disent voilà, je retourne là parce que je trouve un produit qui est top. Et que ce soit en MDD ou en marque nationale, le point est le même. Et en fait, c'est vraiment comment on peut améliorer ce discours. Le message nous paraît important, effectivement. Alors, je ne sais pas s'il y en a un de vous qui veut compléter ou on regarde s'il y a mettons deux questions dans la salle et après le temps. Alors, y a-t-il des questions? Merci. Il y a une question. Je vais y aller avec le micro. Bonjour, Valérie Legrette du groupe Legrette. Merci déjà à vous 5 d'être sur la scène. Moi, j'avais envie de revenir encore sur la marque distributeur. Si vous permettez, effectivement, vous avez été jugé bien persévérant à ce sujet. Mais moi, ce que je veux vous donner comme commentaire de notre part, donc nous, on est une ETI, on a une dizaine de filiales, toutes en Bretagne, la plupart dans les Côtes d'Armor. On a le logo produit en Bretagne sur nos petites marques régionales. Mais quand on fait de la marque distributeur, et ce qui est le cas de beaucoup de PME, vous l'avez dit vous-même, beaucoup de PME font de la marque, de la MDD. Je ne parle pas des MDD terroirs, parce que ça c'est facile, évidemment, ça sera pour la PME. Pour le reste, on est souvent en concurrence, là aussi, que les multinationales. Et les multinationales, elles ne vont pas avoir la même logique. Je trouve que vous le dites très bien, Marianne, c'est que nous, quand on va donner un prix à marque distributeur, vous êtes un vrai client. Vous n'êtes pas un bout de ligne. Et donc moi j'ai un prix de revient, j'ai une marge et je vais au bout. Et je vois bien que parfois le dumping qui est possible avec les multinationales, du coup moi je me retire. Je vois en ce moment, et je voulais partager ça avec vous, que certaines multinationales se désengagent de la marque distributeur parce qu'on est en période de pénurie. Et quand ils n'ont pas assez d'emballage, quand ils n'ont pas assez de boîtes, de bocaux, de bœuf, que sais-je, de poissons, eh bien ce qu'ils négligent, c'est la marque distributeur pour favoriser leur vraie marque. Alors voilà, moi je voulais juste d'abord vous donner ce témoignage que pour nous, PME, vous êtes un vrai client sur le long terme et qu'on ne vous néglige pas, notre taux de service il est bon, même en période de crise. Et je veux connaître auprès de vous ce que vous pensez de... est-ce que vous souhaitez pas favoriser, mais en tout cas orienter la marque distributeur auprès des PME, voilà, à venir. Lequel veut compléter? Répondre. La réponse est oui. Oui. La réponse est oui, même tactiquement, indépendamment de l'affect régional, etc. Tactiquement, oui. La réponse est oui. En disant tactiquement, même c'est la réponse qui paraît la plus prosaïque, mais c'est la plus intelligente parce qu'aujourd'hui, on voit effectivement la difficulté de se faire livrer, la difficulté. Oui, il faut qu'on revienne plus auprès de nos PME et qu'on réapprenne. Enfin, on l'a fait pendant 30 ans. Ce qu'on est, on le doit au fait qu'on a grandi ensemble, parallèlement, avec l'industrie agroalimentaire française. On oublie ça. Et aujourd'hui, probablement, faut-il repartir sur un cycle avec nos PME pour les aider à grossir. Oui. Alors, Valérie, la réalité, tu la connais, c'est que c'était les PME et ETI qui vont jusqu'à 200 millions, c'était 20% du chiffre et 100% de la croissance de l'AGD il y a quelques années.
depuis Egalim, puisque le cadre législatif dicte aussi un peu les politiques commerciales des enseignes, vous ne représentez que 20% de la croissance. Donc il y a effectivement un enjeu où on voit, et quand je vous dis de grosaille, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, je ne pense pas complètement me tromper. Par contre, l'inflation a ça de bien, c'est que le corollaire de l'inflation, c'est le sujet de la pénurie de la pro. Et quand à un moment tu commandes 10 colis, que tu en reçois 8, nous en tout cas les indépendants on sait réagir et donc on pousse les SKPR à trouver la moutarde que Unilever ne trouve pas, etc. etc. Donc c'est écrit que le pli a été pris et on ferait une erreur tactique que évidemment de dérouler à des multinationales qui aujourd'hui enfin je suis pas sûr on serait invité moi je suis pas sûr de venir dans une assemblée où il y a toutes les grandes multinationales. Je peux vraiment t'assurer qu'on est remonté parce qu'on a vraiment l'impression de s'être fait avoir parce que c'est nous qui présentons la facture finale en bout de course au consommateur, d'accord, et comme Michel, comme Dominique, on n'est pas très clair et on n'est pas toujours en capacité à le justifier. Alors quand tu produis ta MDD comme nous chez les Mousquetaires, on sait ce qu'on fait. Quand on achète chez toi, je connais tes tarifs, j'ai pas de sujet. Quand c'est L'Oréal à 17% ou le mec qui te vend la moutarde alors qu'on sait qu'aujourd'hui il y a de la graine et que le pot de moutarde est encore en inflation de 52%, ça nous emmerde, quoi. Donc je pense qu'on va pas l'oublier. Pour te donner la suite, je pense qu'on l'oubliera pas et les briefs négo vont être aussi orientés là-dessus. C'est-à-dire que ce soit nous ou Bompard l'a dit, c'est qu'on va rationaliser dans les marques nationales parce que en fait c'est tactiquement une erreur de leur donner encore plus de place et deux, c'est surtout l'attente du consommateur. Donc je crois que la vraie opportunité, c'est pas nous qui allons arbitrer, c'est le consommateur. Et donc là, quand dans les paniers anti-inflation qu'on balise, qu'on met en avant et on fait clignoter les stop rayons, on oriente vers de la PME ou du sourcing plus local. Et donc c'est ça qui me fait penser que vous avez un bel avenir. Voilà. Et je complète en disant, si le consommateur va arbitrer, de la place en rayon pour que le consommateur puisse voir les marques. Moi, je confirme simplement le chiffre que j'ai donné tout à l'heure. Notre objectif, il est 80% de PME. On y est presque. On ne varie pas de cette ligne. Et pour tout dire, pour parfois le peu de multinationales qui faisaient du produit ces derniers temps, c'est plutôt elles qui nous ont lâché, effectivement. Je confirme ce que vous dites, hein, que les PME. On n'a pas de PME qui nous ont lâchés. Hein, donc voilà, donc la feuille de route est claire. Une dernière question où l'appel du ventre est le plus important. Et je vois qu'il y a une question. C'est bien, ça me fait faire du sport. Merci. Vous avez dénoncé à juste titre tout à l'heure l'excès des politiques, l'excès de réglementation qui nous touche tous, qu'on soit industriel ou distributeur. Plus généralement, je dirais le GMS bashing qui sévit dans les médias et le monde politique. On est tous d'accord. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir lutter contre ce phénomène ? Alors, je commence. Déjà, et je précise pas dans tous les médias. Et déjà, il faut prendre la parole et parler de notre métier, le défendre, et c'est ce qu'on essaye de faire, tous les trois, régulièrement. Et quelque part, je pense que ça contribue à une connaissance différente de nos entreprises. Moi, je suis allé jusqu'à écrire un livre l'année dernière, toi aussi, pour parler de ça différemment, faire un exercice au temps long d'exposer trucs. Bon, voilà, c'est des façons de faire. Mais après, il faut mener aussi des combats. Donc, par exemple, avant, il faut savoir que beaucoup de réglementations nous viennent de l'Europe aujourd'hui. Et on va rentrer, je pense que tout le monde a ça en tête, là, la Commission européenne prépare un nouveau cycle de réglementation à partir de 2025, particulièrement dans le durable. Si vous n'êtes pas dans ces combats-là au niveau européen, et par exemple, c'est vrai que dans l'association des indépendants européens, il y a Système U, il y a Intermarché, il y a EDECA, il nous manque juste Leclerc. Il faut être sur les sujets, faire du lobbying, être présent à Bruxelles. Il faut être près des parlementaires, surveiller, etc. Le Conseil national du commerce, on était avec Michel Edouard avant-hier matin, qui a été lancé. C'est précisément une nouvelle instance interministérielle qui réunit tous les commerçants, qui a pour but
justement de travailler sur les textes, les réglementations qui vont venir de manière partagée, commune. Donc voilà, je pense qu'il faut faire de la pédagogie, toujours plus, expliquer. Moi, j'observe quand même que le vent tourne un petit peu, après la victoire des industriels, que le vent tourne un peu actuellement. Et après, il faut faire comme on peut du lobbying. On n'a pas toujours été très bon. Et d'ailleurs, on a un sujet un peu entre nous aussi, de faire mieux. C'est un peu la leçon qu'on tire aussi tous les trois, puisqu'on n'est pas tous dans la même fédération. Et donc si on a perdu aussi la bataille récemment, peut-être qu'on aurait été meilleur si on était tous ensemble. Donc on se regarde aussi nos chaussures. Voilà, c'est un peu tout ça. Mais je laisse compléter. Non, merci. Alors rapidement, est-ce qu'il va falloir qu'on conclue? Vas-y, Michel. Le commerce en France est très populaire de ses consommateurs. Si vous prenez, pour ne pas citer nos boîtes, mais si vous prenez Picard, si vous prenez Decathlon, si vous prenez Leroy Merlin, et dans l'alimentaire, on est parmi les entreprises préférées des Français depuis des années et des années. Donc le problème, il n'est pas tant vis-à-vis des Français que vis-à-vis des décideurs publics. Et quand je dis décideurs publics, je ne mets pas que les politiques. Je parle aussi au sein du MEDEF, au sein des organisations patronales comme la CGPME, etc. En fait, il faut voir qu'il est culturel. Et la France est un pays de pensée industrialiste et agrarien. On n'arrête pas de penser la valeur qu'à partir de la production et de l'industrie, de la transformation. Et c'est d'ailleurs parce qu'on est incapable d'associer le commerce dans la fonction industrielle qu'on perd des marchés. Tout le monde vous parle du char Leclerc. Moi, Google me renvoie tout ce qu'il y a sur Leclerc. Donc, je connais tout du char Leclerc. Mais c'est pas le char Leclerc qui se vend, c'est le char Léopard. Vous avez découvert ça dernièrement. On fait des très bons sous-marins à l'Orient, mais c'est les Australiens et les Anglais qui remportent le marché, même si M. Le Drian était un bon représentant des intérêts de l'industrie française. Et donc, en France, les élites, par leur culture à Polytechnique, à l'ENA, à Gritech, ne considèrent pas le service et le commerce comme consubstantiels à l'activité industrielle. Et les soirées des Crozailles à l'Assemblée nationale, c'était la démonstration de ça. Vous aviez des députés, mais de tous bords, qui parlaient du prix des choses sans savoir si ça allait se vendre. Et d'ailleurs, ce qu'on leur disait, c'est vous pouvez augmenter de 10%, vous verrez la chute de la viande, vous verrez la chute. Et c'est ce qui s'est passé. Tant que dans la fonction industrielle, on n'associe pas la fonction du service, du commerce, et quand je dis service, c'est aussi le marketing, on fait que des avions de musée. Le Rafale sans un service de vente, c'est qu'un avion de musée. Et donc, je voudrais insister sur, oui, on se tape quand il faut définir le prix, parce que c'est la législation française, et tu l'as dénoncé, qui fait que pendant un an, enfin une fois par an seulement, et pendant le salon de l'agriculture, on est envoyés les uns contre les autres pour faire nos contrats commerciaux, ce qui est vraiment pas très fair, et c'est pas le meilleur climat pour parler d'autre chose que du prix d'ailleurs à ce moment-là. Mais je crois qu'on a vocation à être à la fois concurrent, en compétition, mais en même temps à être intelligent. Et moi, je crois que dans l'économie décarbonée de demain, puisque 90% de notre taux de décarbonation, il vient de ce que vous fabriquez et des usages. Donc, on ne va pouvoir avancer qu'ensemble dans des lieux de dialogue, etc. Donc, le commerce était sous-organisé, est encore sous-organisé en matière de représentation, de lobbying si vous voulez, mais en tout cas de représentation. Mais il faut aussi qu'on ait des lieux où, avec l'industrie, avec la transformation, avec la production, on puisse faire des plans sur la comète, se tromper, d'ailleurs, expérimenter aussi. Et c'est vraiment, ça n'existe pas en France. Et enfin, j'étais l'autre jour au dîner des Bretons, là, au dîner celtique. Il y avait Loïc, notre président de région. C'est vrai aussi que le politique aujourd'hui est très clivant, il passe par-dessus les corps intermédiaires, mais quand même, quand on parle d'énergie aujourd'hui, c'est évident aussi qu'on pourrait travailler ensemble à des filières bretonnes
d'énergie. Ce grand gaillard à côté de moi, il a donné un coup de booster à Périfem, où tous nos techniciens sur ces sujets-là étaient là. Quand Agnès Pannier-Runacher nous dit « je vous donne 3 ans pour avoir des ombrières solaires », ben c'est incroyable. Quel est le signal qu'on donne à l'industrie? Ben, allez-y, grimpez vos prix. Ils sont obligés dans 3 ans d'acheter des ombrières. Et Loïc, pardon, j'ai plus son nom, non composé, ouais, Chenet-Girard, il dit on va pas quitter quand même la dépendance russe du gasoil pour tomber sur une dépendance chinoise, et en plus avec une surenchère entre nous. Donc il dit les ombrières chez Leclerc et chez Inter peut-être, mais aussi à la gare, et aussi et sur les zones industrielles, quoi. Et donc vous voyez, c'est important qu'on puisse non seulement avoir des lieux. Alors Thierry l'a bien expliqué. En plus, il a dit, écoutez, vous venez de faire une loi qui nous interdit de construire des ombrières. Donc, PLU, c'est déjà bouclé. La loi climat, elle est passée. Donc, en 3 ans, ça laisse peu de temps pour casser tout ça. Mais on va le faire, et on le fait. Mais vous voyez que c'est des sujets qu'il faut qu'on puisse discuter, d'abord entre commerçants concurrents, et on sera plus fort, mais même avec tous les industriels. C'est évident, acheter de l'énergie, acheter du gaz. Enfin, nous, on est ensemble pour acheter des carburants, pour acheter de l'énergie. Et face à Total qui ne nous fait pas sa ristourne, on se débrouille pour aller chercher du pétrole non russe. C'est Leclerc et Système U. Et même, on a un peu la RATP et la SNCF aussi. Mais vous voyez, c'est pareil au niveau d'une région. Il faut utiliser les expériences des uns et les expériences des autres pour pouvoir acheter moins cher. Parce que si vous achetez pas bien vos conteneurs, vos matières premières, vos cartons et tout ça, quand ça nous arrive, c'est déjà trop tard, quoi. C'est déjà trop tard. Eh bien, merci. Merci à tous les 5 de nous avoir consacré le temps. Je vais juste demander, on me demande à vous trois, de rester sur scène pour la remise de prix quelques minutes. Et Marianne et Olivier, en revanche, de quitter la scène. Et je laisse également la tribune. Alors, non, c'est pas ça. Voilà. Ok. On va maintenant procéder à la remise du prix de la meilleure nouveauté. Un grand moment. Alors ce prix de la meilleure nouveauté, il a pour objectif, depuis une vingtaine d'années maintenant, d'accompagner la démarche d'innovation de nos adhérents et de l'encourager. Et du reste, dans un prix, il y a des gagnants, mais ceux qui ne gagnent pas ont quand même un retour positif, puisqu'ils savent ce que les consommateurs ont pensé de leurs produits, et ça les aide à calquer un petit peu le produit, à le corriger si besoin est. Deuxième objectif de ce prix, c'est de promouvoir les lauréats dans toute la grande distribution et dans la communication. Et troisième objectif de ce prix, c'est de récompenser les équipes. Parce que derrière ces prix, il y a des gens qui ont moulé la chemise, qui ont du talent, et c'est l'occasion de les récompenser aussi. Alors, je vais vous montrer un petit film qui résume pour cette année. Ouais, là, pardon. Ok. Voilà déjà nos 4 lauréats, on peut peut-être commencer par les applaudir. Hein? Ouais. Voilà, ouais, je suis pas rodé là. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors ce prix, dans son organisation, c'est assez simple. Il y a une petite équipe qui se réunit en juin, un comité de pilotage. Ensuite, en juillet-août, c'est un jury de consommateurs qui commence avec 150 personnes. Le produit il va chez les consommateurs
ils les utilisent grandeur nature et ils vont s'exprimer sur la façon dont ils l'ont utilisé, dont ils l'ont apprécié. Ensuite, en septembre, il y a un jury de professionnels qui arrive avec 20 professionnels, des restaurateurs, des distributeurs, qui vont prendre en compte ce qu'ont dit les consommateurs et désigner les lauréats. Alors, les critères ne sont pas seulement la nouveauté. Le prix s'appelle le prix de la meilleure nouveauté, mais on prend en compte la qualité, la perception globale du produit, ses caractéristiques innovantes et, au bout du compte aussi, très important, l'intention d'achat déclarée, on est au stade de l'intention, des consommateurs. On accompagne les lauréats, comme je l'ai dit, par de la communication, des opérations d'animation en magasin. Et pour chacun d'eux, ça est un équivalent d'à peu près 80 000 €. Donc c'est un bel accompagnement. Alors, je vais appeler les lauréats, un par un. Et ce sont nos invités qui vont remettre à chacun son prix. Je vais demander à Gwenaëlle Offray de commencer à me rejoindre. Merci Gwenaëlle. Gwenaëlle est commerciale grand compte chez Cototerra et le prix a été gagné pour une purée pomme ananas. Un tout petit mot, mais tout petit. Bonjour, nous sommes arboriculteurs et transformateurs de pommes bio depuis 80 ans maintenant. Et à l'intérieur de nos pots, nous travaillons sur des pommes que nous pressons entières. Et donc, comme nous avons 105 hectares de vergers et 40 variétés de pommes, il y a toujours 3 variétés de pommes à l'intérieur de chaque pot, au fur et à mesure de la saison. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est Michel-Édouard Leclerc qui va vous remettre votre prix. Le prix arrive par derrière. Alors, voilà. Un phare. Hein. Un petit phare. Merci. Très bien. Voilà. Un petit mot, très rapide aussi. Eh bien, je suis très heureux de vous remettre ce prix. Bravo pour l'improvisation. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Franck Muriot, directeur général de la Maison Brieux. Voilà, alors Franck Muriot. La Maison Brieux a gagné pour le prix Délices Cacao. Un petit mot sur ce produit? Donc, Délices de cacao, en fait, c'est le premier coulis de cacao à la crème bretonne. Donc, une association de produits bretons et un peu plus exotiques. C'est un produit qui est destiné en fait à être utilisé comme ingrédient, donc en nappage ou en garnissage de produits. Voilà, c'est une nouvelle fois un prix qu'on reçoit de la meilleure nouveauté. Donc pour nous, c'est une satisfaction. C'est surtout une reconnaissance pour moi du travail des équipes au quotidien, de leur investissement et de leur savoir-faire. Et c'est ce qui me tient le plus à cœur, c'est notre équipe et les hommes. Merci beaucoup. C'est Thierry Cotillard qui va vous remettre votre prix. Et on va faire une photo dans la foulée. Voilà. Alors je ne fais pas le coup d'un petit mot, puisque félicitations. C'est la photo qui va compter. Et une avec moi. En fait, on se connaît avec Franck, je l'ai quitté il y a 25 ans, on a fait la même école à Rennes, à l'agro, et donc c'est marrant de se retrouver aujourd'hui. Bravo à toi. Merci, et Brieux n'en est pas à son coup d'essai, ils ont déjà été de multiples fois récompensés. J'appelle Muriel Navez, chef de groupe marketing à la Trinitaine, pour apparaît à l'écran, hop, un sablé La Croquoise. Un petit mot sur le produit, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Alors la craquoise, c'est un sablé fin et croustillant, authentique, avec des saveurs brutes. On a voulu effectivement travailler une texture très aérienne et croustillante, moins sucrée aussi que certains autres biscuits, et plus à destination des adultes. Et c'est un honneur de recevoir ce prix de la meilleure nouveauté, parce que c'est l'accomplissement d'un beau travail d'équipe déjà. Et puis, c'est une récompense pour avoir osé faire un parfum en fait, qui est un peu différent sur des biscuits, qui est un petit peu typé. Et donc, on s'est aussi associé avec la brûlerie d'Alleray pour avoir le meilleur choix de café possible et l'association avec nos bons ingrédients bretons majoritairement. Bravo, je suis consommateur déjà. Et je vais demander à Dominique Schelcher de bien vouloir vous remettre votre prix.
félicitations et vous venez de gagner un référencement chez eux. Voilà. Bravo, merci. Pour terminer, j'appelle Philippe Lesven, directeur commercial de Primel Gastronomie, pour un gratin de légumes verts aux 2 quinoa. Philippe, un petit mot. Oui, tout à fait. Alors, ce gratin, il est le savoir-faire de la société Primel Gastronomie. Donc, la marque Compagnie Arctique, c'est une marque dédiée aux rayons surgelés en grande distribution. Et les équipes ont décidé de travailler sur une recette un peu originale, végétarienne dans l'air du temps. C'est aussi un peu, dans certains cas, diminuer l'utilisation de viande, et une recette qui est à base de légumes et céréales français, cuisinés à la crème, dans un emballage micro-ondable. C'est la 4e fois et on est très ravis de gagner un prix de la nouveauté avec Produits en Bretagne. Il résume aussi le savoir-faire de nos sites. C'est 3 sites industriels en Bretagne, dans la miniaturisation à côté de Vitré, avec Primel Traiteur, et 2 sites qui sont dans le Finistère. Primel à Plouganou, qui est spécialisé dans les plats cuisinés surgelés, et le site de Plabennec à côté de Brest, qui est spécialisé dans les entrées et dans le végétal. Voilà. Merci, et un grand merci aux équipes qui nous ont accompagnés sur ce développement. Merci beaucoup, Philippe. Et c'est le président de Produits en Bretagne, Jean Coinon, qui va vous remettre votre prix. Et bravo. Formidable. Une petite photo. Avancez un peu, vous êtes dans l'ombre. Ouais. Oui. Merci Jean. Et avant de céder la parole à Jean, qui va conclure avec le mot de la fin, je voudrais remercier aussi les gens qui au quotidien entourent Loïc. Je remercie Loïc au premier chef, mais Mélina également, Amandine. Ce serait peut-être bien que vous veniez sur scène, qu'on vous applaudisse. Viens Loïc, tu veux faire une petite photo? Viens faire la photo avec la collaboratrice. Et un petit souvenir, bien sûr, pour nos invités. Ils ne pouvaient pas partir sans produits bretons. Mélina et Amandine, vous voulez venir faire une photo? Ouais, ou avec nos invités, ouais, voilà. Venez. Ok. Voilà. Oh, pardon. Vas-y aussi. Vas-y, Jean. Ouais, avancez. Merci à cette belle équipe. Allez, on les applaudit et on donne la parole à Jean. Jean, c'est à toi. Le micro est bien là. D'accord, très bien. Bonjour à toutes et à tous. En tout cas, je suis ravi d'être là. J'étais vraiment ravi d'être là ce matin. Il y a énormément de choses que j'ai retenues ce matin. Heureusement qu'on m'a donné 37 minutes de conclusion. Ça va pas si vite. La première des choses que je tiens à citer, c'est Jacques Lacan. Je cite rarement des auteurs, mais qui a dit « Le dialogue paraît en lui-même constituer une renonciation à l'agressivité ». Je pense que vous percevez tous les messages subliminaux qu'on peut y retrouver. Et je pense que l'acte fondateur de Produits en Bretagne, c'est d'avoir remis le dialogue, le discours, l'échange au centre de nos relations. Et je pense que ce qu'on voit ce matin, c'est une belle illustration. C'est un beau reflet de la matinée qu'on vient de vivre et qui témoigne justement que ce dialogue, il est essentiel. Et surtout, et tout le monde l'a rappelé ici, nos 3 distributeurs l'ont rappelé, la notion de coopération. Et je pense que nos distributeurs devraient venir à toutes nos assemblées générales parce que vous auriez de formidables exemples de l'intégralité des coopérations, des groupes, des commissions, enfin, etc. Il y a plein de choses à dire en termes de coopération.
J'ai entendu Philippe Guzman aussi, j'ai repris quelques notes ce matin, dire qu'il fallait investir le sentiment régional. Et je pense que justement, investir le sentiment régional, c'est l'un des éléments très forts de Produits en Bretagne, où on a su aussi dépasser, casser les silos. Donc travailler avec la distribution, travailler effectivement avec l'industriel, l'agroalimentaire. Et puis je crois que c'est Michel-Édouard Leclerc qui disait qu'est-ce qu'on est sans le commerce, le marketing, c'est pas moi qui vais vous dire l'inverse, et qu'est-ce qu'on est aussi sans les services. Et qu'est-ce qu'on est, bien évidemment, sans la culture. Voilà, donc tout ça, ça montre ce qui est produit en Bretagne depuis 30 ans. Et justement, en tant que réseau éclaireur, on a montré il y a 3 décennies qu'un espace comme ça de coopération, finalement, c'était la toute première fois à l'époque. J'entendais tout à l'heure notre président fondateur reparler finalement de l'histoire de Produits en Bretagne, et je trouvais que c'était ce que je dis souvent, l'invention, la réinvention ou l'invention du locavorisme, bien avant que le mot n'apparaisse. Et je trouve que ça, c'est plutôt une bonne chose pour nous, les Bretons. Et cette instance-là de dialogue, c'est notre marque de fabrique. Voilà ce que je peux dire déjà là-dessus. Je suis fier aussi, et je remercie Christophe Pomard. Alors, je tiens juste à dire une petite chose à Thierry Cotillard qui a dit « il doit bien y avoir un Christophe Pomard en Alsace-Lorraine ». Non. Non, ça, c'est pas possible. Mais des gens bien, il y en a certainement, mais pas des Christophe Pomard. Alors, il rappelle aussi, justement, Christophe, c'est ce que je veux dire, c'est que le tract multi-enseigne, c'est vraiment, comment vous dire, une atypicité ici en Bretagne. Tu disais, Philippe, tout à l'heure, quelle PME a sa place sur des tracts ? Eh ben, nous, en Bretagne, il y a beaucoup de PME qu'on a place sur des tracts multi-enseignes. C'est une première, c'est la seule, effectivement, en France. C'est 150 références qui sont présentes dans 500 points de vente en Bretagne. Ça n'est pas banal, et je voudrais qu'on applaudisse tout le monde, tous ceux qui travaillent dessus, Christophe, mais aussi, bien évidemment, toute l'équipe. C'est énorme. Et Loïc Bourdon l'a rappelé tout à l'heure, c'est vraiment un boulot qui est assez incroyable. Autre élément, moi j'avoue également que je suis assez séduit par une initiative de Produits en Bretagne depuis maintenant des années, c'est le coaching négo. Alors, le coaching négo, quand on parle de travailler de façon collégiale et coopérative, je rappelle quand même que ce sont effectivement... c'est une initiative qui est assez folle, qui est assez dingue, qu'on pourrait peut-être pas imaginer ailleurs, sans faire encore une fois de prosélytisme pour la Bretagne. Ce sont des gens de la distribution qui viennent former des vendeurs de l'agro pour comprendre les attentes et le fonctionnement des acheteurs dans l'agroalimentaire, dans la distribution. C'est assez fou, je trouve. Il n'y a qu'ici qu'on peut trouver finalement cet aspect finalement de rapprochement pour réussir à ce que ceux qui des fois s'opposent, un vendeur, un acheteur, viennent justement se retrouver ensemble pour s'épauler, pour s'auto-éduquer. C'est quand même un élément qui est assez incroyable. Il y en a 3 sessions de coaching négo qui ont été organisées cette année, je pense, un petit peu plus tôt pour nos TPE, nos PME. Autre élément, le prix de la meilleure nouveauté, qui a plus de 20 ans maintenant, qui est un témoignage aussi assez puissant, justement, de nos communes attentions à susciter, encourager l'innovation dans nos entreprises alimentaires. Tout à l'heure, vous parliez de devoir innover, vous parliez de devoir être un petit peu plus responsable, et je vais vous faire un petit mot là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'il y a maintenant 3 ans, on a lancé une démarche qui s'appelle, je vous l'explique en 2-3 mots, et pour ceux dans la salle qui la connaissent moins, qui s'appelle Horizon 26 000, qui est notre démarche de responsabilité au sein de Produits en Bretagne, qui vient renforcer la puissance, l'innovation sociétale, globale de Produits en Bretagne, et qui peut aller jusqu'à une démarche certificatrice, qui s'appelle RSE Bretagne 26 000 et qui peut être un co-logo apposé à côté du logo Produits en Bretagne. Donc ça répond à ce que disait Dominique tout à l'heure. On va vraiment dans ce sens-là. Ça peut parfois être perçu comme une contrainte, c'est des choses que je peux comprendre, mais on est dans le cadre de la performance globale, de l'innovation. Et j'entends que nos amis distributeurs, qui sont aussi nos vendeurs, nos influenceurs, moi c'est ce que je retiens, c'est que vous influencez aussi, il faut quand même le dire, nos consommateurs. Et j'ai entendu Yves Puget tout à l'heure dire un élément auquel je crois beaucoup, c'est
il faut mettre les logos sur, et ça je l'ai retenu, je vous en remercie, sur la MDD, mais il faut aussi nous laisser de la place dans les rayons pour les montrer. Vous êtes nos influenceurs et on a tous entendu ici que vous alliez nous aider à influencer. Donc je vous remercie pour ça. Voilà. Sinon, j'ai bien entendu aussi, bien évidemment, que c'est un moment qui n'est pas forcément évident parce que c'est vrai qu'on est dans une période particulière, conjoncturelle, un peu délirante, ultra-inflationniste, etc., qu'on a besoin de raisonner un petit peu plus au long cours, mais pour ce faire, on a besoin que chacun joue le jeu, effectivement, dans le maillon, finalement, de cette commercialisation. Et c'est pour ça que je reparle de la place du logo sur les produits qui est essentielle et de la place de nos produits dans les linéaires. Et j'ai entendu Loïc dire tout à l'heure, pas dans les zones froides, mais plutôt dans les zones les plus visibles. Donc merci en tout cas d'avoir bien reçu ce message-là. Allez, pour terminer, et je finirai là-dessus, je pense que les échanges de ce matin ont globalement montré que la volonté de sortir par le haut est bien là, et surtout que les pistes de travail, et certains qu'on avait pu écrire ce matin, pour être très sincère avec vous, un peu avant finalement de retravailler et de prendre les notes, eh ben, je crois qu'elles ont été soulevées par certains de nos industriels, et je remercie Marianne et Olivier, c'était vraiment chouette d'avoir vos témoignages, mais aussi, et je le répète, par nos 3 amis distributeurs, parce que c'est eux aussi qui sont en face, si l'on rabais du consommateur, et d'entendre que les pistes de la responsabilité, que les pistes de la qualité, que les pistes du repérage par un logo de qualité comme celui de Produits en Bretagne, ce sont des pistes de travail qui sont d'ores et déjà lisibles. Et je retiens aussi ce qu'a dit Philippe, il nous reste énormément de potentiel à consommer, et pas uniquement en dehors de Bretagne, mais vraiment énormément sur le territoire breton, à 5 départements. Merci vraiment d'être venus, c'était important d'avoir du monde, vous êtes à peu près 200 ce matin. Très belle journée à vous.